L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, elle a quelque chose de particulier, dans le sens où c'est pas seulement l'acte criminel en lui-même qui est choquant, c'est aussi les répercussions, les conséquences de cet acte. Pour ça, je vous conseille quand même pas mal de rester jusqu'à la fin de la vidéo. La dernière fois, je vous avais demandé de m'aider à trouver des idées de sujets en me les mettant en commentaire. Bon, la vidéo précédente ayant un peu floppé, coucou le chat, j'attends toujours des idées de sujets. Donc allez-y, excusez-moi. À tout à l'heure mon amour. Donc allez-y, vraiment, n'hésitez pas à me demander de traiter tel ou tel sujet, plutôt des affaires anglophones, pas trop des affaires françaises, je préfère éviter. Je préfère des affaires anglophones dans le sens où je parle couramment anglais, que ça me permet du coup d'avoir accès à des informations un peu pointues sur des forums, etc. Et c'est ce que j'estime être mon petit plus. Et si je traite des affaires françaises, bah ce petit plus n'existe pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées. Bon, pour une fois, l'intro va pas être trop longue, on va pouvoir démarrer rapidement. Aujourd'hui, il y aura pas de détails graphiques. Violence évidemment, meurtre malheureusement, mais pas de détails graphiques. Donc je pense que la plupart des gens intéressés par ce genre de vidéo peuvent regarder la vidéo qui va suivre sans aucun problème. Je vous lance le générique et on y va. Brian Theodore Dennehy, il est né le 9 mars 1978 à Wichita, c'est dans l'état du Kansas aux États-Unis. Son père c'est Michael Max Dennehy, dit Mike, et sa mère c'est Elizabeth Louise Beaker, dite Betty. Ils se sont mariés en 1974 à Concordia, ils ont eu 2 enfants, Brian donc et Jason. À l'hiver 81, la famille quitte l'état du Kansas et Wichita pour aller s'installer à Amarillo. C'est une petite ville qui se situe au Texas, c'est un peu plus au sud, il y a juste l'Oklahoma entre les deux. Amarillo, c'est vraiment une ville très typique du Texas. Il y a beaucoup de prairies, c'est très calme et rural, et on y vit encore la cowboy life. C'est un endroit qui est quand même très conservateur au niveau des valeurs, des activités qu'on y mène. Le week-end, toute la ville se regroupe pour assister au match du football de l'équipe du lycée. Il y a vraiment une très très grande importance qui est donnée à ce genre de choses, ainsi qu'à la valeur du travail, qu'à la religion bien sûr. Brian y mène une enfance tout à fait calme et normale. Dans un premier temps, lorsqu'il est enfant, il s'intègre très bien dans l'état d'esprit texan de la petite ville de Amarillo. Il fait même partie du groupe de scouts de la ville. Il y prend des cours de danse. Mais il finit par quitter ce groupe suite à ce qu'un instructeur ait balancé son skate au sol. Et ça l'a vraiment très mal pris. À cette époque, en effet, Brian il commençait à s'intéresser de plus en plus à une certaine culture alternative qui n'a pas grand-chose à voir avec l'ambiance d'Amarillo. Il a commencé à faire du skateboard avec son frère et leurs parents leur ont même installé une rampe dans le jardin où ils pouvaient comme ça pratiquer chez eux. Brian fréquente le lycée de Amarillo, donc le Amarillo High. C'est un lycée tout à fait typique américain des États du centre des États-Unis comme ça, où malheureusement il existe des tensions entre les jeunes considérés comme plus populaires, soit parce qu'ils excellent à l'école, soit parce qu'ils viennent d'un milieu privilégié, ou soit parce qu'ils sont très forts dans le sport, ou les trois cumulés, encore mieux. Eux, on les appelle les jocks. Voilà, en général, bonne famille, bons résultats et souvent sportifs, habillés tous à peu près de la même manière avec les teddies de l'équipe locale de foot, etc. Il y a donc des tensions entre ce groupe-là et les jeunes plus alternatifs, ce qu'on appelle les outcasts, ceux qui sont mis un peu à l'écart, qui se démarquent souvent par leur apparence et qui ont des intérêts qui se démarquent un peu des intérêts globaux plus communs, que ce soit en musique, en sport, en culture de manière générale. Ça comprend les gothiques, les rockers ou même les geeks. Et à cette époque, il est
commun et plutôt accepté malheureusement que ces jeunes-là, donc les outcasts, soient en permanence insultés de freaks, donc monstres, ou fags, qui est l'équivalent de homosexuel mais de manière méchante en français. Brian fait malheureusement partie des jeunes qui sont visés par ces colis-là, et on ne sait pas exactement si ça a un rapport, c'est pas sûr, mais en tout cas, il arrête précocement sa scolarité. Il obtient quand même l'équivalent du bac, c'est le GED. Brian, il a une très forte fibre artistique. Il fait même partie d'un collectif d'artistes un petit peu connu localement qui s'appelle Stanley Marsh 3. Et à Amarillo, Brian élabore une œuvre avec ce collectif-là qui s'appelle Dynamite Museum. Ça consiste en fait à faire des reproductions de panneaux routiers pour véhiculer des messages et les installe dans toute la ville. Et c'est à partir du lycée que Brian va vraiment intégrer la scène locale punk de la ville de Amarillo. Il va en adopter les codes, donc les codes vestimentaires, la veste en cuir avec les clous, les patchs, la crête colorée, les piercings, les tatouages. Mais pour lui, ça va même plus loin qu'une simple apparence, hein. C'est vraiment un mode de vie et surtout, il est très engagé sur cette scène-là. Il organise des concerts, mais surtout, il est musicien. Il fait partie d'un groupe. Il chante dans un groupe de punk qui s'appelle The White Slave Traders. Brian, il prend la musique très au sérieux. Il a même de grandes ambitions. Il a vraiment envie de s'installer sur la scène punk rock et de devenir un musicien connu. Comme je vous ai dit, il a la mentalité d'un leader. Du coup, il fait partie vraiment des figures un petit peu incontournables de la scène locale punk à Amarillo. Il est vu par ses amis comme quelqu'un de lumineux, souriant, aidant, et son surnom c'est Sunshine. En parallèle, comme je vous ai dit, il subit le harcèlement systématique des jocks, qui eux le surnomment pas Sunshine, mais plutôt Fist Magnet, ce qui veut dire aimant à point. Les parents de Brian, ils approuvent pas vraiment son mode de vie ni son style vestimentaire et à plusieurs reprises ils l'ont mis en garde quant aux réactions que ce style pourrait provoquer dans la communauté assez conservatrice d'Amarillo au Texas. Après, ce sont ses parents, donc ils le connaissent et ils savent très bien que cette apparence, elle reflète pas forcément ce qu'il est à l'intérieur. Quand on le connaît pas, on peut le trouver flippant, mais en fait, il l'est absolument pas et que c'est au contraire quelqu'un de super gentil avec des bonnes valeurs et un super gros cœur. Encore une fois, j'insiste, hein, mais à l'époque, dans les années 90, les gens en marge sont vraiment beaucoup plus stigmatisés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore le cas, bien sûr, mais à l'époque, c'était encore pire. Et c'était vu comme quelque chose de normal. C'est ça qui est très choquant. À Amarillo, comme dans beaucoup de villes de ce type-là aux États-Unis, même ailleurs je suppose, il y a un endroit où les jeunes ont l'habitude de se retrouver souvent le week-end, le soir. Et là-bas, c'est la International House of Pancake, donc la maison internationale du pancake, qui se situe sur une grande place juste en face du centre commercial de la ville, qui s'appelle le Western Plaza Shopping Center. Au milieu, il y a un grand parking et c'est ça le spot vraiment de rencontre pour les jeunes de cette ville. Aux États-Unis, les jeunes ont une voiture à partir de 16 ans, hein, donc c'est très facile pour eux de se déplacer le soir, de se rendre sur le parking et se retrouver comme ça. Sur ce fond de tension entre les jocks et les punks, il va y avoir un premier incident. Enfin, premier incident notable, parce que quelque chose me dit qu'il y avait dû en avoir avant. On est le samedi 6 décembre 1997 et le groupe dont faisait partie Brian, donc le groupe de jeunes punks d'Amarillo, se sont rendus à l'International House of Pancakes pour y traîner, se retrouver, etc. Et au bout d'un certain temps, il y a un groupe de jocks qui débarque et va s'en suivre une grosse altercation, une mêlée, une bagarre générale. Parmi les meneurs du camp des jocks, il y a un certain Dustin Kemp. Il a 17 ans, donc c'est un jock dans toute sa splendeur. Il est sportif, il joue au football donc dans l'équipe de son lycée, le Tascosa High à Amarillo. Il vient d'une bonne famille, il s'habille bien comme il faut, comme un sportif, il est populaire. Mais il aime aussi se foutre sur la gueule, et spécialement avec les punks, et c'est ce qui va se passer ce soir-là. Du côté des punks, l'altercation elle implique un certain John King, qui est donc une fréquentation de Brian. Il y a un témoin qui s'appelle Kendra Petit qui va expliquer que Dustin, comme d'habitude, il était au volant de sa Cadillac
enfin la Cadillac de son père pour être plus précis. Ça c'est un marqueur social en général quand on conduit la grosse voiture de son papa, c'est qu'a priori financièrement ça va. Il était donc au volant de sa Cadillac et il aurait cherché à viser un groupe de punk au volant de sa voiture. Mais ils se sont pas laissés faire, ils l'ont vu arriver et John King avait sur lui une matraque. Au moment où la voiture est passée à sa hauteur, il a asséné un coup, ça a fait exploser une vitre de la voiture de Dustin. La vitre, elle a volé en éclats, mais il n'y a pas eu de blessés. Par contre, il y a des rumeurs qui commencent à circuler, surtout dans les lycées de la ville, comme quoi cet incident-là avait vraiment exacerbé les tensions entre les punks et les jocks et que il allait se passer quelque chose qui aurait certainement une espèce de confrontation un peu épique le vendredi suivant. Et cette confrontation aura malheureusement bien lieu, ce sera le samedi 12 décembre 1997. Ça se passera au même endroit, sur le parking entre le Western Plaza Center et le IHOP, donc International House of Pancakes. Ce vendredi soir, tout le monde a pas mal picolé, autant les jocks que les punks, et il va de nouveau y avoir une bagarre générale. Alors, il faut savoir que les punks étaient plus armés que les jocks. Ils avaient en permanence sur eux des matraques, des chaînes, des sprays au poivre, ce genre de choses. Donc pas des pistolets ou quoi, mais quand même des armes. Ils expliqueront plus tard que c'est assez logique puisqu'ils subissaient un harcèlement vraiment constant, que c'était tous les soirs, dès qu'ils sortaient, qu'ils se faisaient sauter dessus par des jocks ou insultés, etc., qu'ils étaient obligés d'en venir aux mains, et c'était plus pour se défendre que pour attaquer. Eux en général n'attaquaient pas. Donc ce soir-là ça a vraiment dégénéré, et comme je vous dis, les punks étaient armés, mais par contre les jocks étaient vraiment beaucoup plus nombreux. Ce soir-là on dit qu'il y avait 9 punks, 5 garçons et 4 filles, et du côté des sportifs, des athlètes, là, les jocks, c'était entre 20 et 50. La bagarre générale se déclenche donc, ils se frappent vraiment avec acharnement, il y en a même qui sont tabassés au sol des deux côtés. Et à un moment, Dustin Kemp, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, il est nouveau présent avec sa Cadillac et on a l'impression qu'il décide de quitter les lieux, de s'enfuir. Il saute dans sa voiture, il est accompagné par 2 passagers. Parmi ces 2 passagers, il y a une jeune fille qui s'appelle Elise Thompson et qui est un témoin qui va raconter que au début, tout se passe normalement. Dustin est dans sa voiture avec eux. Ils ont décidé de fuir les lieux parce que ça devient trop chaud. Ils se dirigent donc vers la sortie du parking du IHOP. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux, le témoin raconte, elle comprend pas trop pourquoi, ce qui lui a passé par la tête. Mais Dustin, soudain, il a bifurqué avec sa voiture et il a fait demi-tour et est retourné sur les lieux de la bagarre. Alors là, forcément, les versions vont être différentes en fonction de est-ce que vous faites partie du groupe des punks ou du groupe des jocks. En tout cas, concrètement, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, les punks ont décidé de partir. Ils sont peut-être armés vaguement, mais il y a une infériorité numérique qui est trop présente, donc ils ont décidé de quitter les lieux, de battre en retraite. Ils courent donc tous un peu vers la sortie. Ils sont pas en voiture, ils sont plutôt à pied. Et Brian Dennehy, il est comme ses potes, il est en train de courir. Et Dustin, il va faire comme il avait fait le 6 décembre. Il va essayer de le percuter avec sa voiture. Donc il n'avait pas réussi avec John King, mais là, malheureusement, il va réussir. Il va donc percuter le pauvre Brian qui était en train de s'enfuir, il était de dos. Elise Thompson va raconter qu'elle a entendu 2 secousses, donc 2 bonds. En fait, c'était bien le corps de Brian qui a rebondi donc 2 fois sur le capot de la voiture. Et il va ensuite passer sous la voiture. Dustin va lui rouler dessus et prendre la fuite. Elise Thompson, elle sera hyper choquée et elle aura le réflexe de jeter un œil derrière elle pour voir ce qui se passe derrière la voiture qui prend la fuite. Et elle va voir le corps de Brian Dennehy ensanglanté et des amis à lui courir vers lui et le prendre dans les bras. Les témoins du côté des punks vont préciser qu'ils ont vu et entendu les autres jocks, donc les copains de Dustin, faire ce qu'ils appellent aux États-Unis cheering. C'est applaudir, crier youhou, ou pousser même le cri des cow-boys, le hi-ha, au moment où Dustin a percuté Brian. La Cadillac de Dustin, elle pèse 2 tonnes et Brian, malheureusement, il va avoir le crâne, les côtes, le pelvis broyés.
Selon sa version, Dustin il est rentré chez lui, il a tout de suite regretté son acte et en pleurant, il a tout confessé à ses parents. Le lendemain matin, la police elle intervient chez les Camp, la famille de Dustin, pour saisir la voiture. Ils ont un mandat. Ils souhaitent en fait y faire des relevés d'échantillons de sang, etc. Et ils arrêtent Dustin Camp qui est inculpé pour meurtre. Quant à Brian Dennehy, malheureusement, il est mort des suites de ses blessures. Et ses funérailles ont lieu le 16 décembre 1997 à l'église Sainte-Marie d'Amarillo. Dustin Camp, il est poursuivi pour first degree murder, donc meurtre au premier degré, et ça implique préméditation et intention de tuer. Son avocat s'appelle Warren L. Clark, et les propos qu'il va tenir durant le procès vont être très marquants, vous verrez. La posture qu'il décide d'adopter pour la défense est quand même assez particulière. Peut-être pas pour l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait quand même difficile de tenir ce genre de propos. En gros, pour lui, lorsque Dustin a percuté Brian Dennehy, c'était de la légitime défense. En fait, c'était même de la légitime défense et un acte de bravoure parce qu'il souhaitait secourir un pote sportif à lui qui était en train de se faire agresser par 4 punks un peu plus loin. C'est ça en fait qui aurait motivé son demi-tour au moment de quitter les lieux, comme a raconté Emily Thompson. Il aurait décidé dans un élan de bravoure de revenir sur place pour aider son ami. En gros, la défense, représentée donc par Warren L. Clark, fera tout son possible pour déplacer la faute de Dustin Camp sur les punks, en expliquant qu'en gros, ils l'ont bien cherché, parce que eux, ils étaient extrêmement agressifs, ils se déplaçaient systématiquement armés, que c'est des gens qui intrinsèquement sont violents et que ces pauvres petits sportifs, fallait bien qu'ils se défendent en fait. Selon Clark, les punks s'étaient déplacés sur le parking de l'E-Up ce soir-là avec la ferme intention de tuer des athlètes. C'est pour ça qu'ils étaient venus armés. Et il va même les qualifier de armed goons. C'est des débiles armés. L'avocat de Dustin Camp, il va également exploiter le passé de Brian Dennehy qui avait eu de mineurs démêlés avec la justice. Mais il va vraiment exploiter ça au maximum pour le faire passer pour un individu extrêmement violent. Et il le qualifiera aussi de mean drunk, donc c'est quelqu'un qui a tendance à boire et qui quand il boit est violent. L'avocat il va même aller jusqu'à pointer la veste en cuir de Brian qui portait ce soir-là, qui portait tout le temps même. Il va mettre spécialement en accusation un patch en fait qu'il y a sur cette veste-là où il y a marqué Destroy Everything. Il va expliquer que ça c'est bien révélateur de ses intentions de tout détruire, de tuer des gens. Alors qu'en fait, il s'agit juste des paroles d'un des groupes préférés de Brian qui s'appelle Filth, un groupe de punk. La défense elle pousse même jusqu'à accuser les punks d'avoir menti sous serment, explique que tout ça est dû à l'acte de bravoure de Dustin Camp et que si c'était à refaire, celui-ci le referait. En parallèle du portrait de Brian Dennehy qui est fait donc comme un punk extrêmement violent, limite assoiffé de sang, Dustin Camp, lui, il est vraiment dépeint comme un jeune homme idéal, bien sous tout rapport, venant d'une bonne famille, un jeune qui est bon élève, un bon footballeur, un bon chrétien, un bon texan, quoi. Et en gros, il serait victime de sa propre bonté, en fait, d'avoir voulu secourir un ami à lui sauvagement agressé par des punks. Et le plus choquant, c'est quand Warren L. Clark, donc l'avocat de Dustin Camp, va expliquer qu'au final, Brian Dennehy, il est mort par sa faute, en raison de ses choix de vie qui impliquaient de la violence, et que vu qu'il avait choisi d'être punk, c'était plus ou moins prévisible qu'il allait en payer le prix et mourir. Bon, l'accusation, quant à elle, va développer un discours assez différent, vous vous en doutez ? Du côté des témoins présents pour l'accusation, il y a évidemment tous les punks qui étaient présents ce soir du 12 décembre 1997 sur le parking. Mais il y a également une fille qui faisait partie du groupe des Jocks qui accompagnait Dustin. C'est Elise Thompson, dont je vous ai déjà parlé. Et elle, ça va vraiment être un témoin capital. Elle va divulguer beaucoup d'informations qui vont pas mal éclairer les choses. Et surtout, on prête beaucoup de crédibilité à sa parole parce que, comme je vous ai dit, elle fait pas partie du groupe des punks. Donc, on peut plus facilement croire qu'elle a pas vraiment intérêt à charger Dustin.
Elle était donc dans la voiture avec Dustin et elle va témoigner du fait que au moment de percuter Brian, juste avant ou juste après, il aurait crié "I'm a ninja in my caddy", je suis un ninja dans ma Cadillac. Et que juste après l'avoir percuté, il aurait dit "I bet he like that", je pense qu'il a dû kiffer. Voilà. Tous les témoins de l'accusation vont attester fermement du fait qu'à ce moment-là, les punks avaient décidé de fuir la scène de la bagarre, qu'ils étaient en trop grande infériorité numérique, que Brian était bien en train de s'enfuir, donc il n'était pas menaçant envers les jokes et envers Dustin non plus. Comment menacer quelqu'un qui est dans sa voiture quand vous-même vous êtes à pied, de toute façon? Il s'enfuyait et il a bel et bien été pris en chasse par Dustin au volant de sa voiture, qui l'a volontairement percuté. Et ils finissent en disant, pour répondre en quelque sorte à Warren L. Clarke qui essaye de faire passer Dustin pour la victime, que la victime c'est bien Brian, et pour preuve, il est mort. Arrive le verdict et Dustin Camp, il est bel et bien reconnu coupable. Mais ce qui va énormément choquer, c'est qu'il n'est pas reconnu coupable de first degree murder, donc de meurtre avec préméditation et intention de donner la mort, mais seulement de ce qu'ils appellent aux États-Unis voluntary manslaughter, donc c'est homicide volontaire. C'est beaucoup moins grave. Et surtout, ça enlève la notion de préméditation et d'intention de donner la mort. Et cerise sur le gâteau, il ne va pas écoper de prison, pas une seule année. Il va seulement écoper de 10 ans de probation, c'est l'équivalent d'une mise à l'épreuve, d'un sursis en France, ainsi que d'une amende de 10 000 $, ce qui est extrêmement peu, surtout pour une famille aisée. Pour des gens pauvres, c'est énorme, mais pour des gens qui gagnent leur vie très confortablement, c'est rien du tout. Et vu le verdict, forcément, Dustin Camp, il sort libre du tribunal, ce qui n'a pas manqué d'interpeller beaucoup les gens. Alors forcément, les journalistes cherchent à parler avec les membres du jury, à savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un verdict aussi étonnant et aussi peu en accord avec la charge qui a été retenue contre Dustin. Globalement, les jurys refusent de parler aux journalistes et de répondre aux questions, soi-disant pour protéger les familles. À mon avis, c'est plutôt parce qu'ils devaient pas être très à l'aise dans leur basket. Il y en a quand même un des jurys qui s'appelle Wade Colvin qui va témoigner et lui va expliquer qu'en effet, la peine est légère parce qu'il était assez clair que Dustin avait le choix d'arrêter sa voiture et de ne pas percuter Brian. Il ne s'agit pas d'un accident. Mais il explique que le jury a voulu donner une seconde chance à ce jeune homme qui jusque-là avait eu une existence idéale et qui représentait vraiment le bon Américain parfait. Alors qu'a priori, Brian Dennehy ne représentait absolument pas ça. Les punks d'Amarillo qui ont suivi le procès, qui étaient présents sur les lieux à ce moment-là, ils témoigneront d'une anecdote qui les a beaucoup troublés. Comme je vous ai dit, Dustin est sorti libre, donc il a pu passer son diplôme de fin d'année. Et au moment de la remise de diplôme, les lycéens ont applaudi Brian. Les jocks devaient être surreprésentés sur les bancs du lycée et il a été applaudi. Il a traversé la foule sous les hurrahs. Ça a évidemment énormément choqué les amis et les proches de Brian. En juin 2001, Dustin Camp, il va de nouveau se retrouver face à la justice parce qu'il va violer sa mise à l'épreuve, sa probation. Il est accusé de underage drinking. À chaque fois, je dis en anglais quand j'ai pas de mot exactement équivalent en français. Donc, c'est consommation d'alcool en étant mineur, ainsi que de possession d'alcool en étant mineur. Il y a son père qui va chercher à le couvrir, à cacher qu'il a donc violé sa mise à l'épreuve. Et lui aussi, du coup, va avoir des démêlés avec la justice parce qu'il va être accusé de faux témoignages. En septembre 2001, Dustin Camp, il est enfin condamné à de la prison. Malheureusement, ce sera pas pour le meurtre de Brian, ça va être pour la violation de sa probation. Donc, il est condamné à 8 ans. Son frère David est également condamné pour avoir fourni l'alcool à son frère mineur, ainsi que pour entrave à l'arrestation de son frère Dustin. Justin Camp, il a été libéré sous contrôle judiciaire en 2006. Il aura donc effectivement passé 5 ans en prison, mais pas une seule année pour le meurtre de Brian. Et depuis 2009, son contrôle judiciaire a pris fin et il mène une vie parfaitement normale, comme si il n'avait jamais rien fait.
L'affaire de Brian Dennehy, même si c'est pas l'affaire la plus médiatisée du monde, vu qu'aux États-Unis il s'en passe quand même pas mal, donc forcément c'est pas celle-ci qui est venue à nos oreilles en priorité. Elle a quand même beaucoup marqué l'opinion à l'époque, parce que c'est un meurtre totalement gratuit et qui est motivé par des raisons extrêmement futiles et stupides, hein, comme l'apparence de quelqu'un, ses vêtements, son style de vie. Il y a vraiment pas plus débile que ça. Et c'était surtout très symptomatique de l'étroitesse d'esprit qui pouvait régner dans certaines contrées des États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais bon là on parle des États-Unis. Ça illustre très bien ce qui pouvait se passer en fait quand on laissait comme ça s'instaurer des tensions, des rancœurs entre groupes, qu'on laissait ça pourrir et grossir et grossir et grossir et à la fin ça peut donner ce genre de drame. Il y a même des commentateurs qui ont dit que cette affaire Brian Dennehy, c'était un peu les prémices de ce qui allait un tout petit peu plus tard, donc 2 ans après, en 99, se passer au lycée de Columbine. Alors ce qui est un peu différent, c'est qu'à Columbine, ce sont les victimes qui ont commis des atrocités, mais le fond de l'affaire, les choses qui ont peut-être mené ces jeunes-là à commettre ce qu'ils ont commis, ça ressemblait assez, le même genre d'harcèlement, le même genre de quolibet pour les mêmes raisons. Et aujourd'hui, évidemment que ça existe encore. Le harcèlement scolaire, c'est peut-être même encore pire qu'à une époque, mais le harcèlement de manière plus générale qui est dû à votre apparence. Mais aujourd'hui, il y a personne qui va vous expliquer que c'est normal, ou alors très rare. Les victimes sont clairement identifiées comme telles, on n'essaye pas d'expliquer que c'est de leur faute parce qu'elles s'habillaient comme ci ou comme ça, et elles sont incitées à parler, à mettre ça en lumière, on leur explique pas que c'est banal, on leur explique pas que c'est normal. À l'époque, comme je vous ai dit, c'était vraiment très différent. Et il y a qu'à voir, moi je suis tombée sur des reportages de l'époque qui traitaient de l'affaire Brian Dennehy, et c'était hyper choquant l'attitude des journalistes qui faisait clairement ce qu'on appelle aujourd'hui du victim blaming, qui cherchait en fait à mettre la responsabilité sur les victimes, un peu comme ce qui s'est passé au procès de Dustin Kemp, tout simplement. On voyait une journaliste en train d'interroger des punks, des proches de Brian, et en fait elle leur demandait pourquoi en fait ils s'acharnaient comme ça à être différents et du coup à attirer sur eux de la violence et des reproches, comme si c'était de leur faute en fait. Et dans le reportage en voix off, on l'entendait, elle n'hésitait pas à critiquer leur apparence. Ah oui, ils étaient quand même très effrayants. I sat down with a group of Brian's friends and I must admit their look was initially distracting. Comme si en fait elle expliquait pourquoi en fait c'était possible qu'un jeune finisse par se faire tuer comme ça parce qu'il est punk et il fait peur en gros quoi. Aujourd'hui, heureusement, la condamnation elle est unanime et il y a plus grand monde pour cautionner de tels actes. La mort de Brian Dennehy, elle aura quand même permis d'éveiller un minimum les consciences. Et il y a eu plein d'hommages à Brian. Il y a eu une pièce de théâtre, il y a eu plein de chansons, une dizaine, une vingtaine, surtout par des groupes punk, des chansons hommage à lui. Et plus récemment, il y a un film qui a été fait qui s'appelle Bomb City. Bon, vous allez me dire, je fais toujours des affaires qui ont rapport avec des films. Oui, je regarde beaucoup de films et je vous avoue qu'en effet, ça m'inspire. Alors le film s'appelle Bomb City parce que Amarillo, c'est un site où on désactivait des armes nucléaires. Et le film, j'ai trouvé que on n'allait pas assez dans les détails de l'affaire. Ça restait assez en surface, mais c'était quand même un très beau film, très bien fait, hyper léché au niveau de la réalisation et tout, avec une ambiance très intéressante, vraiment bien développée, mais surtout, et c'est ça moi qui m'a décidé à faire la vidéo, j'ai été extrêmement émue par le portrait qu'il est fait de Brian et par le procès. Le procès à la fin, la manière dont on retranscrit les propos qui ont été tenus, surtout par la défense donc de Dustin Kemp, ça m'a énormément choquée, j'ai même la petite larme et tout, et rien que pour ça, j'ai quand même beaucoup aimé le film, j'ai eu envie de faire la vidéo, et si ça vous intéresse, vous pouvez quand même le regarder. Par contre, je vous préviens, vous n'allez pas en apprendre beaucoup plus que ce que je vous ai dit dans la vidéo. C'est quand même un film qui est un peu plus, c'est plus contemplatif, c'est plus un film d'ambiance que vraiment de description de l'affaire. J'ai quand même dû faire des recherches. Le film ne m'a pas du tout suffi pour faire la vidéo. Écoutez, on a fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette histoire. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous intéresse que j'en fasse une série parce que j'ai trouvé d'autres cas de jeunes tués pour leur apparence et je peux le faire. Pourquoi pas? Dites-moi si ça vous chauffe. En attendant,
laissez-moi un pouce si vous avez aimé la vidéo. Ne la laissez pas flopper comme la précédente. Pourtant, franchement, je m'étais tellement donnée sur celle de Snowtown, mais je vous en avais parlé sur Instagram, il m'était arrivé un truc de fou dont je vais vous parler 2 minutes là et après je vous laisse tranquille. J'avais choisi l'affaire Snowtown parce que j'avais identifié qu'il n'y avait qu'une vidéo qui avait totalisé 1000 vues qui traitait de cette affaire en français. Il n'y en avait qu'une seule. Je m'étais dit, vas-y, c'est une énorme affaire, elle n'est pas beaucoup traitée en français, fais-le. J'ai tourné le lundi 7 mars. Hein, je vous parle de la vidéo précédente, celle de Snowtown. J'ai tourné le lundi 7 mars et le vendredi suivant, je fais des petites recherches sur YouTube pour aller revoir la miniature de cette vidéo qui traitait de l'affaire en français que j'avais repérée pour faire une miniature bien différente pour pas que ça ressemble trop. Et là, qu'est-ce que je vois? Il y avait 2 vidéos supplémentaires qui traitaient de l'affaire en français, des vidéos récentes qui avaient été postées la semaine où moi j'avais tourné. Entre-temps, j'avais fini la vidéo, donc c'était un peu trop tard, je pouvais plus retourner ma veste. Et des grosses chaînes, quoi. Une chaîne à 20 000 abonnés, une chaîne à 80 000. Je ne m'explique absolument pas comment c'est possible, parce que l'affaire de Snowtown, à ce que je sache, elle n'a pas d'actualité. Elle est dispo, enfin le film est dispo sur Netflix depuis un moment, c'est pas une nouveauté, donc je comprends pas. Je comprends pas comment ça a pu m'arriver. J'ai vraiment pris ça comme un maléfice. Alors je pense pas que ça ait rapport avec le fait qu'elle est floppée. Ça, je pense que ça a plutôt rapport avec le fait que pour moi, c'est très difficile sur une chaîne make-up de se mettre à faire du true crime. Les gens qui sont là pour le make-up peuvent être dégoûtés qu'il y ait du true crime et vice-versa. Les gens qui aiment le true crime, le make-up, voilà. Bref, moi, c'est un peu complexe. Hein. Donc, si vous kiffez, n'hésitez pas à me soutenir. J'ai aussi un Utip dont je vous mets le lien ici et en barre de description si vous voulez m'aider plus concrètement. Et puis, du coup, je vous dis à la semaine prochaine, certainement pour un nouveau true crime. Ciao!